Bonjour à tous et bienvenue. Chaque jour, beaucoup trop de parents sont confrontés au traumatisme que représente la perte d'un enfant, parfois avant même d'avoir entendu son premier cri. C'est le constat de l'UNICEF et on en parle dans Ça fait l'actualité. Quel est le regard des populations sur la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire? Réponse au micro d'Achille Guedreau. Les femmes enceintes n'ont pas cette habitude-là d'aller dans les hôpitaux. Parce qu'elles se disent que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'elles vivent toujours à cette époque où nos mamans prenaient soin d'elles-mêmes pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais il faut dire aujourd'hui, les choses ont changé. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans certaines localités villageoises, les femmes ignorent que quand une femme tombe enceinte, elle doit pouvoir aller à l'hôpital déjà les premiers mois, se prendre un carnet, faire des examens pour voir comment se porte le fœtus et elle-même sa santé. Parce que déjà, il y a des maladies comme le paludisme qui tuent facilement. Et il y a d'autres aussi qui ont des problèmes de tension. Donc il y a des aliments que ces femmes-là doivent consommer pour pouvoir vraiment, et puis des médicaments qu'elles doivent prendre pendant tout le temps de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais il n'y a pas de suivi. Il y a des mamans qui ne vont pas pour leur consultation parce qu'elles se disent « j'ai l'habitude, ce n'est pas mon premier enfant ». Il y a aussi le fait que dans les villages, il n'y a pas assez d'infrastructures. Il faut aller dans le village voisin pour accoucher. Et lorsque la mère en travaille, qu'il y a danger, le temps qui nous est imparti, vraiment, n'est pas suffisant. Souvent, quand on va, elles préfèrent regarder les feuilletons que de s'occuper de la personne. Quand tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas, « Ah, mais quitte devant moi, j'ai beaucoup à faire ». Moi, je suis à la compagnie une nièce, c'était comme ça. Elle était en travail de 21h jusqu'à 4h du matin. On me donnait pas de nouvelles. Or, pourtant, elle était en souffrance, on ne s'occupait pas d'elle. Il a fallu que j'appelle une grande soeur qui était dans le corps pour qu'elle puisse intervenir pour qu'on s'occupe d'elle. Donc, si je n'avais pas une soeur qui était sage-femme, cette dernière-là pouvait mourir. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Au niveau de l'hôpital, là, qu'on ne se dise pas c'est ma soeur ou bien c'est ma nièce. Tout le monde est au même niveau. Nos mamans avaient peut-être un organisme plus résistant que aujourd'hui, nos sœurs d'aujourd'hui, parce que ce que nous consommons, beaucoup sont faits à base de produits un peu... La banane, par exemple, il y a les produits chimiques et donc ça entraîne au niveau de l'organisme des conséquences un peu néfastes. Une femme enceinte, ce n'est pas exclu qu'elle fasse un peu de sport, des activités physiques. Voilà, le sport aussi, c'est un facteur très important. Donc on ne fait pas beaucoup de sport, on ne fait pas attention à notre alimentation. Donc l'organisme prend un coup et puis bon, vraiment, je pense que c'est la raison principale. Tout le monde veut s'insérer dans le tissu médical. C'est-à-dire même une aide-soignante veut créer son petit coin de médecine pour s'exercer. Avec aucune connaissance en la matière, ils n'ont pas d'autorisation. Et ce que je pourrais même reprocher à l'État, c'est que la plupart du temps, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur, il y a des gens qui n'ont aucune connaissance en la matière, qui ont des cliniques. Est-ce que vous voyez? Et ces cliniques-là, souvent la femme elle est enceinte, bien peut-être qu'elle a quelques mois de machin, elle s'en va, ce dernier n'a pas d'autorisation du ministère de la Santé. Les chances de survie des enfants et des mères restent grandement tributaires de leur région d'origine. Les rapports montrant que ceux nés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud sont les plus défavorisés. Si en 2021, seulement 29% des naissances dans le monde ont eu lieu en Afrique subsaharienne, la région a enregistré 56% des décès d'enfants de moins de 5 ans. Les enfants en Afrique subsaharienne encourent ainsi le plus haut risque de mortalité infanto-juvénile à l'échelle du globe, soit un risque 15 fois plus élevé à celui observé chez les enfants de l'Europe et d'Amérique du Nord. Alors, quelle est la réalité en Côte d'Ivoire? Comment éviter ces drames et cette injustice? Pour en parler, je reçois le docteur Tanognou, directeur, coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour cette invitation qui va nous permettre, au nom de monsieur le ministre de la Santé et du Jeune Public à couverture maladie universelle, monsieur Pierre Demba, de donner officiellement les résultats. Les résultats de l'effort qui résulte un peu de l'enquête démographique de santé. Comme vous parlez de décès maternels ou décès infantiles, nous allons avoir ce temps pour vous donner
effectivement les chiffres actualisés. Alors justement, on va essayer d'abord de définir, puisqu'on va traiter plusieurs sujets. On va commencer par le taux de décès maternel. Déjà, qu'est-ce que ça signifie, le décès maternel, qu'on le comprenne bien? C'est une très bonne question. Un décès maternel, c'est une femme enceinte qui décède soit par le fait que la grossesse provoque une complication ou la femme portait une maladie, mais du fait de la grossesse, cette maladie va se compliquer, cette maladie va s'aggraver, ou bien le fait de la grossesse, il y a des maladies spéciales qui apparaissent parce que la femme est enceinte et ces maladies, lorsqu'elle venait à tuer sa femme, on peut parler de décès maternel. Maintenant, l'autre côté, c'est l'accouchement. Toutes les complications liées à l'accouchement qui peuvent aboutir à un décès maternel décès maternel. Sinon, dans d'autres cas, si une femme enceinte, malheureusement, est piquée par un serpent qu'elle décède, ce n'est pas un décès maternel. Si une femme enceinte est abattue quelque part, et ce n'est pas la complication liée au fait de la grossesse, ce n'est pas un décès maternel. Donc, il faut faire la différence. Donc, pour bien comprendre, le décès maternel, c'est s'il y a un lien direct avec la grossesse. Direct ou indirect. Parce qu'indirect, ça veut dire que c'est une maladie qui était là et que la maladie s'est compliquée parce que la femme est enceinte. Et ça, c'est, par exemple, l'hypertension artérielle. Alors, ces derniers temps, on a lu dans certains médias que la Côte d'Ivoire est en tête des mortalités maternelles avec 600 décès sur 100 000 naissances vivantes. Ces chiffres sont-ils vrais? Merci, madame. Nous sommes sur ce plateau, au nom de M. le ministre de la Santé, l'hygiène publique, la couverture maladie universelle, Pierre Demba, pour vous donner effectivement les chiffres exacts issus de l'enquête démographique de santé. Il faut dire que cette enquête démographique de santé a été conduite de façon intelligente et avec une collaboration exceptionnelle entre le ministère de la Santé et le ministère du Plan et du Développement. Et les résultats ont été adoptés en Conseil des ministres, donc validés par M. le Président de la République. Il s'agit, mesdames, messieurs, chers partenaires, messieurs, mesdames, les responsables des organisations nationales non gouvernementales et toutes les ONG, toutes les fondations. Voici de façon correcte les résultats. Au niveau de la mortalité maternelle, nous étions en 2012 à 614 décès pour 100 000 naissances. Ce taux vient d'être réduit de moitié en passant de 614 en 2021. Nous sommes désormais à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Non, alors, 300, le dernier chiffre que vous venez de donner, c'est pour 2021. C'est-à-dire que voici les chiffres actualisés. Donc, les chiffres qu'on a vus circuler dans la presse datent de 2012, si on vous comprend bien. Très bien. Les chiffres qui ont été annoncés sont des chiffres qui datent de 2012. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour les femmes enceintes qui peuvent leur dire que leur santé, voire leur vie, est en danger? Et c'est ce qui est fait aujourd'hui, permettre à toute femme enceinte de déceler ce qu'on appelle les signes de danger. Quand vous êtes porteur d'une grossesse et que vous commencez par saigner, c'est un signe de danger. Vous avez une grossesse, vous avez un problème de fièvre, c'est un signe de danger. Vous avez un écoulement, quel que soit le type d'écoulement, ça peut être de l'eau. Vous avez parfois la tension artérielle qui monte. Tout ceci fait partie des signes de danger. C'est-à-dire qu'un signe qui n'était pas là et qui apparaît doit nécessiter une consultation chez un spécialiste. Alors on va voir qui? Le gynécologue, la sage-femme, qu'est-ce qu'on fait? Où on se rend? Nous avons notre pyramide sanitaire qui est à 3 niveaux. Il y a le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Il faut respecter ces niveaux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait de telle sorte que partout, nous avons plus de 3000 établissements sanitaires de premier contact. C'est-à-dire dans tous les villages, il existe au moins une maternité ou un dispensaire qui peut permettre à la personne d'aller d'abord consulter l'infirmier ou la sage-femme. C'est lorsque
cette compétence est révolue, l'infirmier ou la sage-femme peut décider de transférer ou de l'évacuer dans un autre niveau. Donc, le conseil, c'est d'éviter son centre de santé, où nous habitons, par exemple, dans une commune, et aller directement au niveau de la pyramide sanitaire, qui soit au 3e niveau. Or, c'est ce que nous constatons. Il y en a qui quittent directement et ils s'en vont au CHU. Alors, pour que tout le monde comprenne, parce que là, vous avez des propos assez techniques, hein. Vous parlez de quel centre à éviter? On ne va pas au CHU immédiatement, c'est ce que vous voulez dire? Il ne faut pas aller au CHU immédiatement. Vous avez un dispensaire, vous avez une maternité, il faut consulter. Il faut aller d'abord se faire voir par la sage-femme ou se faire voir par l'infirmier. On a la chance de temps en temps d'avoir même dans son centre un médecin. Donc il faut d'abord aller le voir avant d'aller dans un autre niveau, au niveau secondaire ou au niveau tertiaire. Quelle que soit la gravité de ce que la femme ressent, vous parlez de saignement, de fièvre, elle ne va pas au CHU, elle va voir le dispensaire. Quelle que soit la gravité, car les gens ont la compétence nécessaire, si ces gens ont été formés pour pouvoir faire face à tous les cas. Et lorsque ces cas dépassent leurs compétences, c'est à ce niveau que la décision va se prendre pour soit faire un transfert ou l'évacuer à un niveau supérieur. Alors, mais dans certains pays, même les infirmiers ou infirmières font déjà des promotions assez poussées. Ce n'est pas le cas chez nous. Pourquoi? Pourquoi attendre un médecin? Non, et ce cas, déjà, il y a un changement de paradigme aujourd'hui. Monsieur le ministre de la Santé et du Jeune Public, la couverture m'a dit, M. Pierre Demba, a lancé officiellement l'opérationnalisation de la délégation des tâches. Ce qui est dit, c'est ça. La délégation des tâches, c'est de permettre à tous les niveaux d'être capable de prendre en charge les cas, certains cas d'urgence. Et c'est un cas d'urgence qui relève de la compétence par rapport aux compétences qu'on a reçues ou aux compétences qui ont été transférées. Et ce que vous dites est vrai. Et c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Bientôt, nous allons opter. Nous avons déjà un document de politique de délégation des tâches. Nous allons faire ces transferts de compétences à tous les niveaux, que ce soit au niveau des médecins, c'est-à-dire un médecin spécialiste peut transférer des compétences à un médecin journaliste, un médecin peut transférer des compétences à une sage-femme peut transférer des compétences à un agent de santé communautaire pour que partout où nous nous trouvons, même si nous avons un problème de diabète, un problème d'hypertension, qu'on soit capable d'abord de donner les premiers soins avant d'aller ailleurs. Alors on va s'intéresser aussi à l'enfant. Vous pouvez nous définir là encore une fois le terme de mortalité infantile, infanto-juvénile et néonatale. C'est quoi la différence entre tout ça? D'abord, nous allons commencer par la mortalité néonatale. C'est un enfant qui naît, qui décède entre 0 et 28 jours. C'est ce qu'on appelle mortalité néonatale. Donc même pas un mois de vie pour cet enfant. D'accord. Mortalité infantile, c'est l'enfant qui naît et qui n'atteint pas le premier anniversaire, c'est-à-dire qui décède avant 1 an. Ça, c'est infantile. Mortalité infanto-juvénile, c'est de 1 à 5 ans. Donc tout ceci fait partie de ce qu'on appelle la mortalité des enfants. Ah, mais quelle est la cause d'un décès d'un si jeune enfant, parfois même un nouveau-né? Qu'est-ce qui peut expliquer? En Côte d'Ivoire, ce qui est à la base des décès, et cela nous a permis, grâce à une méthode que nous avons mis en place, c'est-à-dire la surveillance épidémiologique, qu'on appelle surveillance des décès maternels, périnatales et riposte. Chez les enfants, les nouveau-nés, c'est la prématurité et souvent les enfants de petits poids. La prématurité, c'est un enfant qui naît, qui a moins de 1500 grammes et parfois hypotrophe. Et ces enfants présentent souvent des problèmes respiratoires. Parce que les poumons n'étaient pas très bien matures, c'est-à-dire les poumons n'étaient pas prêts. Donc, souvent, ces enfants ont des problèmes respiratoires. Mais aujourd'hui, quand nous allons entrer dans les actions que nous avons à mener, M. le ministre vient de faire mettre partout ce qu'on appelle les soins mère kangourou, qui permettent aujourd'hui de sauver des enfants de 700 grammes. Et en Côte d'Ivoire, nous avons su plus de 900 enfants de 700 à 1300 grammes. Ces enfants ont été sauvés grâce à cette technique qu'on appelle les techniques soins mère kangourou. Alors là aussi, en termes... Maintenant, l'autre côté, pour les enfants au niveau infantile, en son temps, les décès étaient beaucoup plus liés à la diarrhée. Au niveau du paludisme, le paludisme est venu actuellement en 3e position, la diarrhée. Mais la diarrhée aussi a baissé. Depuis l'avènement de la Covid, où il est important de faire le lavage des mains, ce lavage des mains a permis de faire baisser
le taux de décès lié à la diarrhée. Et maintenant, c'est l'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pneumonie, l'infection du poumon, et nous allons, avec le programme élargi de vaccination, régler ce problème. En termes de chiffres, là aussi, qu'en est-il en Côte d'Ivoire pour le taux de mortalité infantile, néonatale et autres? Au niveau de la mortalité néonatale, nous avons une nette amélioration parce que c'est passé de 38. Aujourd'hui, nous avons 30 décès pour 1000 naissances vivantes. Au niveau de la mortalité infantile, nous étions autour de 68, c'est passé à 52. Et la mortalité infanto-juvénile, qui était autour de 108, nous sommes aujourd'hui à 96 pour 1000 naissances vivantes. Donc, dans tous les cas, il y a une nette amélioration de tous les indicateurs en matière de santé mère et enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration, vous le dites vous-même, mais quand même, ça reste scandaleux de se dire que 38 enfants sont décédés à peine avoir vu le jour. Ça reste quand même des chiffres indécents, choquants. Dans les 38, c'était en 2012, et nous sommes aujourd'hui à 30. Mais 30, ça reste élevé. Et la valeur normale d'ici 2030, c'est 25. Valeur normale par rapport à qui? La valeur normale par rapport à tous les indicateurs au niveau de l'atteinte des ODD, c'est-à-dire l'objectif de développement durable. Nous avons, pour atteindre cet objectif, il y a des indicateurs précis qu'il faut atteindre. Au niveau, par exemple, de la mortalité maternelle, tous les pays doivent arriver en 2030 avec au moins 70 décès pour 100 000 naissances, au moins 140 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et au niveau de la mortalité infantile, c'est autour aussi de 22. Et la mortalité infanto-juvénile, il faut aller autour de 30. Alors là aussi, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour les mamans lorsqu'elles ont quitté l'hôpital avec l'enfant? Est-ce qu'on peut déceler un enfant qui va peut-être mourir? Ça se voit, ça se décèle rapidement? Non, pas l'enfant qui va mourir, mais les signes de danger, c'est à tous les niveaux. Et les mamans connaissent très bien les signes de danger. Par exemple, la fièvre. Et vous savez, il y a des moments, même quand l'enfant commence à avoir la fièvre, elle mouillait une serviette pour pouvoir l'envelopper. L'enfant, parfois la fièvre, lorsque la fièvre arrive à un stade où il atteint le cerveau, qu'on appelle le novo-palu, on commence à faire des convulsions. Ce sont des signes de danger. C'est-à-dire, avant, nous, on l'appelait, dans nos villages, les signes d'oiseau. C'est des convulsions, parfois dues au fait que l'enfant n'arrive plus à supporter l'augmentation de la température. C'est assez troublant tout ça. En 2017, à l'échelle mondiale, 5,4 millions d'enfants sont morts avant leur 5e anniversaire, contre 12,6 millions en 1990. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu une nette amélioration, vous le disiez aussi, en 2 décennies. Déjà, pour quelles raisons? Et est-ce que nous aussi, on a bénéficié de cette amélioration générale? C'est une avancée technologique, scientifique, ou c'est juste une prise de conscience internationale? Mais tous ces éléments font partie de l'amélioration. D'abord, c'est le système de santé. Le système de santé qui est le reflet un peu quand il s'agit des résultats. Il faut opter, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est une option. Option pour les soins de santé de base, les soins de santé primaires. Parce que quand vous prenez la zone rurale, qui représente plus de 72 à 80% de la population, il faut faire de telle sorte que cette zone rurale ait à se soigner de façon qualitative. On ne doit pas quitter son village pour aller ailleurs, ou on ne doit pas quitter son département ou sa région pour aller dans une autre région. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez le ministre de la Santé, du Jeune public à couverture universelle, a mis en place ce qu'on appelle les pôles régionaux d'excellence en santé. L'exemple type, il y avait eu un accident la dernière fois à Yamoussoukro. Mais tous ces accidentés ont été pris en charge à Yamoussoukro et personne n'a été évacué à Abidjan. C'est ce qu'il faut désormais, parce que cela réduit le délai de prise en charge. C'est-à-dire qu'on améliore le délai et fait de telle sorte qu'une femme qui saigne, c'est la première cause des décès. Ces saignements, il faut les prendre en charge avant 2 heures. Au-delà de 2 heures, le sang devient de l'eau. Le sang ne peut plus coaguler et on peut perdre cette femme alors qu'on pouvait éviter cette grossesse. Si vous prenez aujourd'hui la voie en allant à Dabou, vous allez voir qu'il y a une maternité avec bloc opératoire qui est en train d'être construite à Songon-Kassamblé. Pour faire des tests, on n'arrive plus à Yopougon et tomber dans l'embouteillage, parce que quand vous arrivez vers le cimetière, il y a l'embouteillage terrible. Et une femme, quand elle est
en train de saigner, il faut la prendre en charge. Selon les Nations Unies, plus de 60% de ces décès sont considérés comme évitables grâce à des mesures peu coûteuses telles que l'allaitement continu, les vaccinations, une meilleure nutrition, l'accès à l'eau potable. Certaines de ces mesures n'ont rien de médical, comme l'accès à l'eau potable. Ça veut dire quoi? Cette problématique nécessite une politique globale, transversale pour y mettre fin? Non, mais vous avez bien posé le problème. La mortalité maternelle, néonatale, infantile, est un problème de santé publique. Est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème de spécialistes. C'est un problème qui appelle tous les secteurs. Prenons l'énergie. Vous ne pouvez pas travailler ni opérer s'il n'y a pas d'électricité. Au niveau de l'eau, c'est le ministère de l'hydraulique. S'il n'y a pas d'eau, c'est difficile de prendre en charge soit un accouchement. Vous prenez les infrastructures. S'il n'y a pas de route, comment vous allez faire pour évacuer? Maintenant, au niveau du ministère chargé du service civique. Le service civique est tellement important parce que l'accueil, c'est du civisme. L'accueil, c'est du civisme. Donc, non seulement du civisme, même c'est de la fibre patriotique. C'est-à-dire c'est l'amour de son pays qui fait qu'on se met à la disposition de ceux ou de celles qui arrivent. Donc, c'est transversal. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé, c'est une affaire qui appelle tout le monde pour que tout le monde s'asseye et comprenne que si la femme qui est en grossesse chez elle ne se déplace pas pour venir dans un centre de santé, il est difficile de la prendre en charge. Voilà, je voudrais même profiter, parce que demain, c'est la journée internationale de la femme. C'est vrai. Et c'est les droits de la femme. Les droits de la femme, le premier droit, c'est le droit de la santé. Et ici, le droit à la santé de la reproduction, c'est le droit de décision. Il faudrait que la femme, dans le couple, ait cette possibilité de décider pour dire, bon, moi, je peux faire 4 enfants, 2 enfants, mais en respectant la planification familiale. Parce que c'est l'élément important pour prévenir des décès évitables. Tous les décès, dans la majorité, comme vous l'avez souligné, sont des décès évitables. Quelques mots sur le traitement réservé justement à ces femmes dans les centres de santé ou dans tout le pays. Comment comprendre qu'on a régulièrement des témoignages, on l'a vu dans le reportage juste avant, comment comprendre cette attitude, surtout de personnes comme vous émanant du corps médical? Comment comprendre qu'on laisse les gens souffrir, qu'on les accueille avec négligence, irrespect? Comment est-ce possible? Non, madame, tout à l'heure, je vous disais que c'est vrai, vous avez une assiette parfois avec de la tomate, mais il y a des tomates qui sont assez bonnes. Il y en a qui sont très bonnes, et ce n'est pas toutes les tomates qui peuvent être bonnes. C'est cela. Et c'est important. Tout le monde doit contribuer à cette fibre patriotique. Tout le monde doit contribuer à ce changement de comportement. Et tout en profitant, au nom de M. le ministre, pour dire merci. Et merci à tous les prestataires pour tous les efforts qui sont fournis pour qu'on aboutisse à ces résultats. Mais beaucoup reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est surtout au niveau du changement de comportement, c'est-à-dire rendre plus humain les soins, humaniser les soins, faire de telle sorte qu'on n'ait pas de préjugés. À l'endroit aussi des clients et des clientes. Quand vous entrez dans une structure de santé, il faut éviter d'avoir déjà des idées préconçues. Parce qu'il y en a qui arrivent déjà... Oui, mais parfois, la réputation du corps médical les précède. Non, mais c'est vrai, mais ce n'est pas tout le corps médical. Non, on ne peut pas généraliser. Voilà, c'est pas tout le corps médical. Mais c'est quand même étonnant que ce soit dans ce secteur où on pense qu'il y a de l'humanité et que la vie des gens est en jeu. C'est bien un secteur qui se doit d'être irréprochable, plus que d'autres. C'est vrai, ce secteur doit être irréprochable, mais parfois, comme je dis, il faut qu'au niveau des clients et des clientes, le respect de la pyramide sanitaire. Parce que si on respecte la pyramide sanitaire, on va désengroger certaines structures. Cela va permettre aux gens d'éviter parfois cet engorgement. Cet engorgement qui donne l'impression de faire du travail intensif et parfois qui met en difficulté certaines personnes. Mais nous avons compris, et aujourd'hui les choses ont changé. Le ministre souhaite que de temps à autre, quand il y a ces choses, qu'on ait cette possibilité d'avoir des informations justes
et pas de délation, mais qu'on puisse au moins dénoncer certaines choses. Mais comment on fait alors pour dénoncer ces attitudes inappropriées? Merci madame. Nous avons une ligne verte qui est disponible et à tout moment vous pouvez appeler, c'est le 143. Hein, non seulement vous êtes écoutés et les informations sont transmises aux différents inspecteurs qui l'analysent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'avènement de la Covid, toutes ces lignes qui ont été traitées, et les choses quand même ont changé. Donc, répétez le numéro s'il vous plaît. Le 143. Le 143, c'est bien noté. Dernier mot, quels sont les objectifs à court et long terme sur ces questions? D'abord, l'objectif relève de la vision de M. le ministre. M. le ministre de la Santé, l'hygiène publique, la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, aujourd'hui met l'accent, comme le titre, sur les soins de santé primaire. C'est-à-dire faire de telle sorte que tout ce qui est fait se fasse dans les 10 pôles d'excellence. Ces 10 pôles d'excellence couvrent toute l'étendue du territoire et éviter que des cas soient évacués hors des régions. Aujourd'hui, il est en train de faire de telle sorte que des professeurs, même de rang A, soient affectés dans les différents CHR qui ont été construits et offrir des soins de qualité. Maintenant, au niveau de nos prestataires, c'est vrai, les choses ont changé. Nous demandons aussi à leur niveau qu'ils aient cette fibre patriotique parce que la première fierté, c'est son pays. Il faut être fier de son pays. Aujourd'hui, l'embellie que nous observons au niveau de toutes nos régions, cette embellie s'observe aussi au niveau des indicateurs socio-sanitaires. C'est sur ces mots que je vous dis merci et que nous souhaitons revenir et pouvoir suivre un peu ce que nous avons fait et les résultats. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.